Hello! Alors, je vais ouvrir mon petit chat. Hop. J'espère que vous allez bien. On va vérifier si on n'a pas d'autres personnes qui avaient demandé le lien qu'on aurait oublié quelque part. Hop, hop. Hello, hello! Et je crois qu'on a oublié personne. Hop. On va attendre un petit instant que tout le monde arrive. Et puis on démarrera après. Hop. Hum, hop. Voilà. Hello, hello. Alors, hop. J'ai coupé vos sons pour l'instant. Il n'y aura pas de souci pour les réactiver plus tard après si vous voulez poser des questions, tout ça. C'est juste pour être sûr que on n'a pas tout le monde qui va parler en même temps. Voilà, voilà. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Zoom, vous avez la possibilité normalement en bas à gauche de votre écran d'activer la caméra si vous le souhaitez, mais c'est absolument pas obligatoire, ou d'activer votre micro si vous le souhaitez, si vous avez besoin de poser une question ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci pour m'interrompre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de mettre la caméra ou le micro, il n'y a pas de problème. Il y a un chat pour échanger dessus. Donc vous avez la possibilité d'écrire. Pareil, normalement en bas à gauche, vous avez la liste des participants et vous avez un onglet chat qui va s'ouvrir sur lequel vous pouvez taper des messages si vous le souhaitez. Il y a tout un système, si vous voulez, vous pouvez lever la main avant de prendre la parole, tout ça, tout ça. C'est absolument pas obligatoire. Vous avez le droit d'activer votre micro et de me couper. Il n'y a aucun problème, on n'est pas à l'école. Tout va bien, je m'en remettrai. Mais vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat si vous avez envie, il n'y a pas de problème. On va attendre encore deux, trois petites minutes et puis on démarrera pour être sûr que tout le monde ait bien le temps d'arriver. On sait qu'il y a toujours des retardataires. Hop. Et bonsoir tout le monde pour ceux qui viennent d'arriver. J'aurais dû attendre avant de faire le speech sur le micro et les caméras que tout le monde soit là. Ça aurait été plus intelligent. Mais il aurait fallu l'anticiper. C'est une autre histoire. Sachant que si vous pouvez pas rester jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir quand vous voulez. Et il y aura un replay si vous voulez rattraper ce que vous avez loupé, si vous n'avez pas pu terminer avec nous. Allez, encore une petite minute et puis on démarrera. Le temps de faire une gratouille. Ok, cool. Et on met tout. On va faire ses griffes sur le tapis. J'ai toujours pas reçu. Hop. Eh bien, c'est parti. Je vais prendre deux petites minutes pour me présenter, même si normalement vous me connaissez tous, si vous êtes là. Moi, c'est Léa, je mange personne. Le truc de l'Australien pour commencer une bonne soirée. Oui, exactement. Donc, je suis comportementaliste ou consultante en comportement. Euh, je m'identifie comme l'un ou l'autre. Et depuis plusieurs années déjà, et ça fait depuis 2023 maintenant, donc ça fait 3 ans, ça passe vite, que je me suis vraiment spécialisée sur la thématique de la réactivité,
agressivité. Et puis, j'ai élargi un petit peu plus tard après à tout ce qui va être les phobies, l'anxiété, donc tout ce qui va être sensibilité aussi au bruit, ce genre de choses chez les chiens. Que chez les chiens, je fais pas du tout les chats. Et je fais aussi des soins coopératifs. Ça a été mon premier amour avant de m'intéresser un peu plus à la réactivité et à l'agressivité chez le chien. Et voilà, j'ai tout plein de... Écoute, qui vient de s'installer. J'ai tout plein de certifications et de formations à mon actif. Si ça vous intéresse, il y a toute une liste sur mon site internet. Je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, à la base, c'était principalement pour parler de la certification ERA qui va démarrer en 2026, là, au mois de mars. Mais c'est absolument OK si vous avez des questions un peu plus générales sur des comportements réactifs, sur des comportements agressifs, ou même tout ce qui va être, qui va toucher à l'anxiété ou la sensibilité en règle générale d'un chien, le vôtre ou n'importe lequel. Faut quand même se dire que bah, il y a certaines questions auxquelles malheureusement je ne pourrais pas répondre parce que ce sera des cas particuliers sur lesquels j'aurais pas assez d'informations pour répondre. Malgré tout, j'essaierai au maximum de donner des pistes et de vous aider. Tout le monde fait son show. Ça va se poser quand on va commencer. Voilà, voilà. Alors, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser directement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà répondre aux questions que, qu'on m'avait posées par message. Et puis, ensuite, je répondrai à vos questions que vous pouvez, parce que les questions, des fois, amènent d'autres questions, poser dans le chat ou vous pouvez aussi activer votre micro pour les poser à l'oral. Il n'y a absolument aucun problème. Et puis, on terminera. Je présenterai un petit peu le programme de la certification ERA si ça vous intéresse. Et puis, vous pourrez poser des questions aussi sur le programme et en fonction de ce qui vous vient et en fonction de celles auxquelles j'aurais peut-être déjà répondu. Donc j'ai eu pas mal de questions sur la certification ERA, donc ça va porter un petit peu là-dessus, mais encore une fois, si vous avez des questions plus générales, je suis ouverte, il n'y a pas de problème. Eh bien c'est parti. Alors, on va checker qu'on n'a oublié personne à la porte. C'est tout bon. Alors, euh, il y avait une première question que j'ai trouvée hyper intéressante et c'était comment se passent les stages lors de la certification. Donc la certification, elle s'articule en 4 modules différents. Donc c'est des modules qui ont lieu en ligne. Il y a 2 cours par semaine, du coup sur Zoom, comme on a là ici, et en direct, en live, mais il y a des replays qui sont disponibles. Et il y a 2 stages qui sont proposés de 3 jours chacun. Donc il y en a un en avril et un autre en mai, si je ne me trompe pas. Et donc les stages vont être principalement pour mettre en pratique ce qu'on a vu en cours lors de la certification. Donc, déjà mettre en application entre nous, entre élèves, enfin, ou avec moi. Et si tout se passe bien et si les élèves se sentent à l'aise, d'ensuite de pratiquer avec de vrais clients. C'est-à-dire que moi, je fais venir certains de mes clients euh, pour que les élèves puissent pratiquer. Il y a possibilité pour les personnes qui ne sont pas véhiculées de faire des navettes à la gare parce que ça a lieu dans le nord de la France, du coup en Picardie, près d'Amiens, mais ça n'a pas lieu en ville parce que bah, pour faire des stages de chiens avec des chiens réactifs, c'est un peu plus facile quand on est au milieu de nulle part, voilà. Donc, du coup, il y a des navettes qui seront organisées pour aller chercher les élèves, les stagiaires qui participent à la gare et les ramener sur le lieu de stage. Il y a possibilité de loger dans le lieu de stage. Il n'y a pas beaucoup de places. Il y a 2, 3 places de logement sur place, mais il y a des logements à proximité sans souci. Encore une fois, on peut faire du covoiturage et s'arranger.
Les chiens sont acceptés lors des stages, mais il n'y a pas une- forcément une plus-value importante à les amener puisque la pratique va se faire principalement avec les chiens des clients ou entre nous. Et du coup, s'ils sont là, on aménage pour que tout soit confortable pour eux, mais c'est absolument pas obligatoire qu'ils soient là. Et tous les chiens de tous les participants ne peuvent malheureusement pas être présents. Donc il faut me prévenir si jamais euh, on vient avec un chien et du coup pour que je puisse aménager et que ce soit confortable pour tout le monde. Mais c'est envisageable si s'il y a besoin, si on a du mal à faire garder son chien ou si c'est plus facile de l'emmener, il n'y a aucun problème. Ça s'est fait l'année dernière sans souci. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça vous a amené d'autres questions là-dessus. On m'a posé des questions aussi sur les modalités de paiement. Donc, la certification, il y a deux formules déjà. Il y a une formule en participant et une forme ou en participante et une formule en auditeur qui est différente. Donc, la formule en participant, il y a tous les cours, tous les formats, les supports, etc. qui sont avec et les devoirs à rendre avec la correction, moi qui fais les corrections, et la participation au stage, avec le dossier final à rendre pour passer l'examen à la fin. Donc en fait, il y a tout le cursus complet pour les participants. Pour les personnes qui souhaitent juste être auditeurs, il y a l'accès à tous les cours, tous les supports, donc tous les cours en live avec tout le monde, hein, et la possibilité du coup de poser des questions en live, de participer en live, etc. Mais il n'y a pas la possibilité de venir en stage et il n'y a pas non plus la possibilité de soumettre ses devoirs pour avoir une correction. Donc, bien sûr, il y a la possibilité de poser des questions et ça n'empêche pas de faire les devoirs quand même. C'est juste que vous n'aurez pas mon retour dessus si vous souhaitez juste être auditeur. Par contre, l'avantage d'être auditeur, c'est que du coup, c'est tout en ligne, il n'y a pas de présentiel du tout. Donc, c'est peut-être un peu plus confortable pour certaines personnes, pour qui soit c'est compliqué de venir pour X ou Y raison, ou soit vous habitez très 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 loin et parce que je sais que le nord, parfois, pour certaines personnes, c'est loin. Genre ceux qui sont dans les Pyrénées, ou encore pire, ceux qui sont au Québec, voilà. Ou en Suisse, mon Dieu, la Suisse aussi. Donc voilà, il y a ces deux formules-là qui sont possibles et dans ces deux formules, il y a possibilité de payer en plusieurs fois. Alors je demande une partie du paiement à l'inscription qui va me permettre de sécuriser votre participation, votre inscription. Et après, ensuite, il y a possibilité du coup d'échelonner au fur et à mesure des mois pour que ce soit un petit peu plus confortable et d'éviter d'avoir à sortir une grosse somme d'un coup. Donc, alors, pour parler des tarifs, donc la certification complète, du coup, vous vous souvenez, avec les cours, les devoirs, les stages et l'examen, c'est 1 960 € au total. Pour la version auditeur, donc du coup avec juste la totalité des cours, pas de stage, pas d'examen, pas de devoir, c'est 1 390 €. Et ces deux formules, elles sont possibles du coup de payer en plusieurs fois. Donc c'est la moitié du paiement à l'inscription. Donc pour la version participante, c'est 980 €, à peu près la moitié, hein. Et ensuite, on a des paiements échelonnés de 140 € de mars du coup jusqu'à septembre. Et pour la version auditeur, c'est du coup 700 € et il y a un échelonnement de paiement pareil du coup du mois de mars jusqu'au mois d'août. Je crois que ça termine un mois avant pour les auditeurs. Voilà. Sachant que ça, c'est les modalités de paiement que je propose volontairement, mais je suis absolument ouverte pour agencer différemment pour certaines personnes qui auraient besoin ou qui voudraient. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait payer en deux fois. Donc une partie, par exemple la moitié au mois de mars et l'autre moitié au mois d'août, c'est tout à fait envisageable. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent échelonner sur plus longtemps et commencer à payer avant ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Il suffit juste de m'envoyer un petit message, un petit mail ou quoi que ce soit et on peut en discuter ensemble, voir ce qui est possible et ce qui est envisageable.
On m'a posé aussi des questions sur le temps d'investissement par rapport les devoirs en fait et l'assimilation des cours, etc. Alors il faut savoir du coup que les cours en live, ils font à peu près 2 heures. Il y en a qui des fois sont un petit peu plus courts, qui peuvent faire 1h30, 1h45, ça arrive. Et puis il y en a qui peuvent déborder un tout petit peu parce qu'il y a des questions. Et le but, c'est qu'il y ait aussi des interactions et qu'on fasse que, enfin, le but d'être en live, c'est qu'on puisse échanger, voilà. Et donc, il y a un devoir quasiment chaque semaine. Il y a quelques semaines où il n'y en a pas. Et ils sont assez inégaux. C'est-à-dire qu'il y a des devoirs qui sont assez rapides et qui vont pas demander beaucoup de temps et d'investissement, alors qu'il y a des devoirs qui vont demander beaucoup plus de temps. En moyenne, moi j'ai estimé à entre 1 heure et 2 heures de travail personnel par semaine pour les devoirs et puis relire le cours et assimiler un peu le cours, en plus du coup du temps en live, puisqu'il y a 2 cours par semaine quand même, donc ça fait à peu près 5 heures par semaine. Les lives ont lieu le mardi soir et le vendredi soir, et donc il faut penser à les rattraper en replay si on les a loupés. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique de les voir enfin de les avoir en live, mais parce qu'on peut échanger, etc. Mais malgré tout, c'est OK de visionner les replays quand on ne peut pas être présent en live. Et c'est absolument pas obligatoire ni punitif ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même pas rien, ça représente un peu un investissement. Après, comme je disais, il y a des semaines où ça va être très léger, des semaines où ça va être un peu plus lourd. Malgré tout, il faut quand même s'attendre à peut-être avoir 2 heures d'investissement en plus du temps de visionnage des lives, quoi. Euh, Donc ouais, les replays sont disponibles, ça je l'ai dit. Il y a du coup des supports. Je présente pas mal de vidéos. Il y a des diapos pour chaque cours. Et je propose aussi une fiche récapitulative à chaque cours ou thématique à peu près. Parfois, il y en a même deux, trois quand on n'a pas réussi à tout mettre dans une fiche. Ces fiches, elles sont vraiment... L'idée, c'est que ce soit un résumé, un récap un peu de ce qu'on a vu en cours pour que vous ayez en fait un support un peu plus pratique, que vous ayez votre petite série de fiches pour une fois que vous pratiquez avec des clients après par la suite, que vous puissiez avoir accès aux informations hyper facilement, hyper rapidement et de manière condensée et pratique. Ça n'empêche pas que c'est quand même hyper intéressant de prendre des notes pendant les lives parce que bah, forcément en prenant des notes on s'approprie euh, et, et ouais on va retenir le cours différemment de seulement visionner les fiches mais voilà les fiches elles sont là, les diapos sont là aussi, faut les utiliser, elles sont là pour ça. Euh, voilà. Euh, toute la certification, elle est pensée pour construire une progression au fur et à mesure euh, des cours, mais aussi des devoirs. L'idée, c'est d'acquérir des connaissances, mais aussi des compétences et de les mettre en œuvre, mais sans être... je vais pas vous pousser dans une fosse avec des lions et vous dire débrouillez-vous. L'idée, c'est que on- vous puissiez gagner en autonomie progressivement et que vous ayez la possibilité de pratiquer certains exercices euh, entre élèves ou avec vos chiens avant de pouvoir les pratiquer avec d'autres chiens ou avec des clients potentiels. C'est pas non plus obligé d'avoir des clients parce que vous pouvez aussi pratiquer avec vos proches, avec des amis, vous pouvez aussi recruter quelqu'un sur les réseaux ou n'importe où, en vrai, voilà, votre voisin, peu importe. L'idée, c'est de pratiquer avec d'autres personnes, mais que ce soit le moins de pression possible pour tout le monde et que ce soit le plus progressif possible pour que vous vous sentiez à l'aise avec tout ça. Et merci Théo, qui dit que les fiches sont incroyables. Théo était élève de la promo, du coup, de cette année. Oh, j'allais dire de cette année. Non, de 2025. On n'est plus en 2025. Réveille-toi, Léa. Euh,
Du coup, il y a des devoirs, comme je disais, quasiment chaque semaine. Et en fait, vous pouvez rendre les devoirs au fur et à mesure ou vous pouvez attendre la fin du module pour les rendre. Tant que j'ai tous les devoirs à la fin du module, c'est OK pour moi. Mais c'est possible de les rendre au fur et à mesure et du coup d'avoir mon retour et ma correction avant pour avoir la possibilité de reposter un deuxième devoir si jamais vous trouviez que le premier n'était pas euh, représentatif de votre compréhension du cours et de ce que vous êtes capable de produire. Donc voilà, il y a possibilité de rendre des devoirs plusieurs fois si vous vous y prenez assez en avance et que vous rendez au fur et à mesure. Mais c'est possible aussi de rush à la dernière minute, la veille de la deadline du module et de tout m'envoyer d'un coup. C'est d'accord, je tolère ça aussi. Tant que tout est rendu à peu près dans les temps, on est OK. Et bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, faut pas hésiter à me dire. Si jamais bah, vous n'avez pas la possibilité de poster un devoir et que vous me dites promis, je l'envoie demain, et ben je peux seulement vous envoyer qu'un seul coup de fouet, quoi. On m'a posé des questions aussi sur le niveau d'entrée. Donc, entre guillemets, ce qu'il faut savoir avant de potentiellement de pouvoir postuler. Globalement, il faut se dire que c'est quand même une certification qui est là pour se spécialiser un peu sur la réactivité, l'agressivité. Donc, c'est pas une formation qui va être généraliste, qui va vous apprendre des trucs sur le chien. Alors oui, vous allez apprendre des trucs sur le chien, mais, mais vous allez apprendre vraiment sur ces sujets plus spécifiquement. Du coup, c'est pas mal d'avoir quand même un background et d'avoir quand même des connaissances globales sur le chien, parce que ça, c'est des choses qu'on va pas trop aborder. Donc, des connaissances sur les races, sur les groupes de races, sur le physique du chien, sur ses besoins, l'espèce en fait en tant que chien, on va dire ça comme ça, son éthogramme, les, voilà, la manière dont il fonctionne et ce qu'est un chien. Voilà, globalement. Si vous avez quelques connaissances de base aussi sur enseigner à des humains et la transmission justement de connaissances à des humains, de tenir des cours et ce genre de choses, c'est un plus, mais c'est absolument pas obligatoire. Et puis, c'est encore mieux aussi si vous avez quelques connaissances en analyse appliquée du comportement, donc dans les sciences du comportement, donc savoir comment un comportement est produit, qu'est-ce qui fait qu'il va continuer de se produire, qu'est-ce qui fait qu'il va arrêter de se produire, des choses comme ça. Malgré tout, si jamais vous avez un peu peur de pas avoir assez de connaissances ou au contraire d'avoir déjà fait pas mal de formations sur le sujet et que vous n'êtes pas sûr que c'est le bon fit, la bonne formation pour vous à ce moment-là de votre parcours, faut pas hésiter à m'envoyer un message, qu'on en parle et qu'on réfléchissent ensemble à si ça peut fonctionner ou pas. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Du coup, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir des devoirs à rendre, des exercices à faire entre élèves, donc en visio à distance, des exercices à faire avec les chiens aussi, donc avec vos chiens ou avec des chiens de connaissance, ce genre de choses. Ça veut dire qu'il va forcément falloir trouver des cas sur lesquels vous allez pouvoir pratiquer. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu obligatoires, notamment par exemple dans le dossier de faim. Donc par exemple, il faut au moins trouver un cas avec un chien qui a des comportements réactifs pour montrer une séance avec un chien comme ça. Malgré tout, si c'est votre premier cas, c'est OK. Si c'est votre 15e cas, c'est OK aussi. Si c'est un client déjà en cours, c'est OK aussi. L'idée, c'est juste que ça se rapproche le plus possible d'une situation réelle pour que je puisse euh, vous apporter un retour et, et, et voir si vos compétences et vos connaissances sont en adéquation avec les critères de la certification pour que je puisse vous donner la certification à la fin, quoi. Euh, du coup, il y a tout un système de notation avec des points. Euh,
Donc, il y a toute une grille avec des points que vous allez cumuler tout au long de la formation. Et il faut avoir au moins 80% des points pour réussir à valider. Il y a une partie des points qui a à avoir sur le dossier final. Euh, Ce qui fait que des fois, on peut avoir raté un exo, ou on peut ne pas avoir fait un exo et quand même avoir la certification en fait, puisque bah on a le droit d'avoir des ratés, c'est normal. On a le droit de refaire certains exercices et en plus de ça, euh, ben il n'y a que 80% des points à avoir. Donc ça veut dire que vous êtes en situation de réussite et qu'il y a vraiment moyen de faire en sorte que ça fonctionne. Tout ce que je veux observer, moi, c'est de l'investissement, de la volonté et du progrès. Et vous êtes jugé en plus individuellement, c'est-à-dire que une personne qui a jamais eu de client, par exemple, qui a eu une formation globale et qui démarre dans le métier et qui s'est pas encore lancé ou qui vient tout juste de se lancer, va pas avoir les mêmes compétences de base que quelqu'un qui a déjà plusieurs années de métier. Et ça, c'est pris en compte. C'est-à-dire que mes critères vont s'adapter aussi à votre parcours et là où vous en êtes. Il y a des critères globaux à atteindre à la fin, bien sûr, mais mon but, c'est de vous emmener jusque-là et de vous accompagner jusque-là et de vous permettre de tous réussir. On a eu un 100% de réussite quand même l'année dernière. En 2025, tout le monde a validé avec plus de 80% large pour la plupart. Donc, il n'y a pas trop à s'en faire normalement. Si jamais, malgré tout, il y a un examen qui est loupé, il y a possibilité de rattraper. Et on rattrape pas tout. Moi, je suis partisan de les trucs qu'on a réussi, ils sont réussis et voilà, on va pas s'embêter avec ça. Donc, en fait, il y a possibilité de rattraper, que ce soit sur les devoirs, comme je disais, au fur et à mesure, ou l'examen final, de reposter euh, euh, certains exercices, euh, certains devoirs qui auraient été ratés ou qui reflèteraient pas nos pleines compétences. Après, il faut pas s'en faire non plus, faut pas viser du 100% partout, déjà parce que on a le droit de pas être parfait. Mais en plus de ça, parce que euh, on a besoin de 80% pour réussir et on s'en fiche de pas avoir de pas avoir 100%. Et personne saura que vous n'avez pas 100% et vous le faites pour vous. Donc en fait, l'idée c'est que chaque personne qui va participer va essayer d'avoir le niveau qu'il souhaite avoir et de pousser pour arriver aux compétences et aux connaissances qu'ils souhaitent avoir. Et moi, je vais faire tout pour vous permettre d'arriver jusque-là. Betty, j'avais super peur de pas trouver un cas à test et honnêtement, ça se trouve. Ouais, en vrai, on peut relayer sur les réseaux. Il y a possibilité aussi de mettre une petite annonce sur chez votre veto ou de parler à des amis d'amis ou et en vrai, encore une fois, même si c'est votre voisin, on s'en fiche. Le tout, c'est que ce soit quelqu'un qui soit motivé, qui a envie, pour que ce soit pas trop difficile pour vous et qui soit volontaire. Mais en vrai, ça se trouve et on peut s'entraider pour trouver. Et cette année, on a trouvé vraiment. Enfin, tout le monde a trouvé et ça s'est très très bien passé. Et pourtant, j'habite au milieu de nulle part. Ouais, c'est ça. On n'est pas tous égaux, malheureusement. Quand tu habites au milieu de Lyon, tu trouves facilement parce qu'il y a tellement de gens. Et puis quand tu habites au milieu de nulle part, c'est un petit peu plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas enfin, que c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez. Il y a des espèces de petits bouts de trucs blancs là-bas. En fait, c'est un chat qui se balade. Et le bout de truc blanc, c'est ces bouts de pattes qui sont blancs. Et le reste est noir. Et en fait, on voit pas. Et donc, attendez, je vous montre. Mais en fait, il est en train d'essayer, je sais pas si vous le voyez, de passer sous le plaid dans le canapé. Ah, il a abandonné. Ça passait pas. Euh, on m'a posé des questions aussi. Attends, j'ai bien tout répondu, je pense, pour les examens.
Oui, avec la possibilité de rattrapage, tout ça. Ah oui, il y a un mois pour rendre l'examen. Donc en fait, je donne les consignes d'examen tout début... Non, oui, tout début août. Il y a 2 mois. 2 mois. Et vous devez rendre au 30 septembre, donc 2 mois. Malgré tout, il y a possibilité de chercher un cas avant si vous avez peur de ne pas en trouver un, tout ça. Jusqu'au moment où il va se faire écraser par un des chiens. Non, là, ça va, ils sont calmes, ils sont tous en train de dormir, donc il peut faire sa vie et faire ses bêtises dans le canapé, tout va bien. Donc ouais, il y a quand même 2 mois pour rendre le dossier final et c'est possible, bien sûr, de s'y prendre un peu à l'avance et de chercher des cas. Ça peut être des amis, franchement, il n'y a aucun problème. C'est juste la seule contrainte, c'est que c'est bien que le chien, ce soit pas un chien que vous connaissez bien et que vous côtoyez souvent. Donc un chien d'un ami que vous voyez toujours sans son chien ou que vous voyez pas souvent, c'est ok. Un chien de la famille que vous voyez rarement, c'est ok. Le chien du voisin, c'est ok aussi parce que vous ne l'avez pas côtoyé euh, tous les jours ou pas fréquemment, quoi. Ok. J'avais une dernière question qui est un petit peu plus complexe. C'est celle que j'ai gardée pour la fin, hein, notons quand même. Sur les méthodes enseignées, on m'a posé alors, plusieurs questions là-dessus, si c'était plutôt axé éducation, comportement, euh, ce qu'on va étiqueter de training, donc d'entraînement par exemple, les outils que j'utilise, etc. C'est une question un peu vaste et qui est honnêtement pas facile à répondre parce que euh, ben, c'est des étiquettes qui vont avoir des significations pour des personnes différentes en fonction des personnes. Si je vous dis que je suis en méthode positive, ça peut tout et vouloir rien dire. Je pense que vous savez tous que, y a des gens qui se disent en positif et qui vont utiliser certains outils que je n'utiliserai pas moi. Donc, euh, dans tous les cas, euh, mon but est vraiment de promouvoir au maximum de la bienveillance, de l'empathie, de la compréhension et de maximiser le confort à la fois des humains et à la fois des chiens dans les familles. Donc le but, c'est que les chiens puissent gagner en qualité de vie et que ça n'entache pas ou le moins possible sur la qualité de vie des humains. Et j'ai autant d'empathie pour un chien qui est dans une situation difficile qu'un humain qui est dans une situation difficile. Et ça, je trouve que c'est très très important et ça fait partie des valeurs que j'essaye de transmettre. Donc oui, il y a un peu d'éducation. Ce qu'on va étiqueter d'éducation, donc apprendre certains comportements à un chien sur signal, bien sûr, parce que bah, ça peut être des outils hyper intéressants dans certains cas. Oui, il va y avoir du comportement, de l'analyse de comportement, parce que bah, un comportement réactif, que, par exemple un chien qui aboie, bah, en fonction du chien, en fonction des situations, la fonction du comportement peut être différente. Un chien peut aboyer parce qu'il est mal à l'aise dans une situation et il cherche à mettre fin à la situation. Un chien peut aboyer pour essayer d'éloigner le déclencheur. On a un chien qui peut aboyer parce qu'il a besoin de décharger de l'énergie qu'il vient de cumuler parce qu'il est stressé ou excité ou peu importe. Et en fait, il y a plein de raisons pour qu'un chien puisse produire certains comportements qu'on va étiqueter, nous, de réactifs. Et du coup, l'idée, c'est d'analyser l'origine de ces comportements, de comprendre quand est-ce qu'ils arrivent, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent, et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils continuent de se produire dans le temps ou qu'ils vont diminuer ou augmenter en intensité ou en fréquence. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir proposer des solutions, pardon, qui vont correspondre à la situation et qui vont correspondre à ce chien-là. Et du coup, il va y avoir aussi de l'entraînement. L'idée, c'est que il puisse y avoir autant des aménagements de vie comme donc, aménagement de vie, ça peut être de sortir à un autre moment, d'éviter de sortir à 17 heures le soir pour croiser moins de déclencheurs, par exemple, pour un chien qui réagirait sur des chiens qui va croiser. Donc ça, c'est un aménagement de vie qui va permettre de réduire la quantité de réactions, qui va permettre peut-être au chien de progresser plus rapidement en étant exposé aux autres chiens d'une manière différente.
Mais ça peut être aussi de l'entraînement, donc apprendre aux chiens à produire certains comportements en présence d'autres chiens. Et en fait, tous ces outils-là, globalement, euh, vont correspondre en fonction des situations, en fonction des familles, en fonction de l'environnement de vie. Et du coup, ça dépend de tellement de choses. Et du coup, mon but dans cette certification, c'est de proposer en fait un assez large panel d'outils pour du coup permettre de s'adapter à chaque situation et permettre aux stagiaires d'ERA d'avoir les capacités de proposer à leurs élèves, à leurs clients, des solutions qui vont correspondre à chaque chien, à chaque environnement de vie, à chaque humain en fait. Et du coup, ça nécessite du coup d'analyser la situation, de se poser plein de questions, de récolter plein d'infos pour réussir à trouver la bonne solution. Des fois, on ne la trouve pas du premier coup. Des fois, il faut faire plusieurs essais et c'est OK aussi. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est d'avoir les clés, d'avoir tout ce large panel d'outils pour savoir quand est-ce que c'est le mieux de les utiliser ou pas. Et, euh, et du coup, ça va aller du behavior adjustment training, par exemple, donc de la désensibilisation, donc des expositions aux déclencheurs à distance. Ça peut être l'apprentissage de comportements qu'on pourrait étiqueter de gestion ou de management, c'est-à-dire apprendre au chien à produire un autre comportement, comme par exemple chercher des friandises au sol pendant qu'un un déclencheur passe ou nous regarder, ou faire demi-tour, des choses comme ça. Ça peut être aussi d'augmenter la tolérance du chien en lui proposant des expériences positives avec des déclencheurs. Ça, voilà, il peut y avoir ou de proposer des aménagements qui vont permettre au chien d'être moins exposé et du coup potentiellement de se sentir mieux et de lui permettre d'augmenter sa tolérance progressivement ensuite. Donc voilà, il va y avoir quand même pas mal d'outils différents, pas mal de propositions et l'idée c'est de pas en exclure une, mais d'essayer d'adapter en fonction des situations et en fonction des chiens. Malgré tout, j'exclus quand même, bien sûr, ça me paraît logique, mais tous les outils et toutes les procédures comportementales qui vont mettre le chien ou l'humain dans des situations malaisantes, inconfortables, voire douloureuses. Malgré tout, en situation d'urgence, quelqu'un qui crie, ça peut être une solution pour mettre fin à une situation rapidement et sécuriser tout le monde. Donc, hors situation d'urgence, c'est pas du tout des comportements et des solutions que je vais préconiser. En situation d'urgence, il y a des fois certaines techniques qui vont être proposées de la contrainte physique, des choses comme ça. Et quand je dis contrainte physique, c'est pas prendre un chien et le jeter contre un mur, hein. C'est l'attraper au harnais, par exemple, et le tenir, vont être mis en avant parce que bah, parfois, malheureusement, la sécurité est la priorité absolue avant le confort de l'individu. Voilà. Bien sûr, là, je parle de tout ce qui va être, on va dire, un peu actif, c'est-à-dire ce que les humains vont pouvoir faire et ce que les clients, ce que les élèves vont pouvoir proposer potentiellement après par la suite à leurs clients et ce que moi je propose à mes clients. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il faut se dire aussi que chaque chien a son bagage génétique, a son bagage d'expérience, sa santé aussi. Et tous ces facteurs-là vont avoir bien sûr une influence sur les comportements. Des fois, on arrive à comprendre qu'est-ce qui influence et des fois, on n'arrive pas tout à identifier et à comprendre et c'est OK. Et donc, ça va être aussi hyper important de travailler en partenariat avec d'autres professionnels, comme par exemple des vétérinaires ou des vétérinaires comportementalistes, pour justement être capable de déceler les signes en amont, de savoir, enfin, d'expliquer aux clients quoi regarder, quelles données collecter pour amener toutes ces informations-là au vétérinaire qui va pouvoir réussir potentiellement à affiner son diagnostic ou son analyse en fonction des informations collectées et qui vont permettre potentiellement soit de proposer des examens de santé, soit de poser un diagnostic, euh,
ou encore de proposer un traitement pour accompagner le chien au mieux si on estime que c'est nécessaire. Voilà, l'idée c'est d'utiliser tous les outils qu'on a en notre possession pour aider des petits chiens. Voilà, pour résumer comme ça. Alors, Léonie, as-tu fait des formations spécifiques pour approfondir tes connaissances en diag veto, digestif, ostéo-articulaire, etc. Alors, je vais répondre à cette partie-là, puis après, je ferai la suite. Alors, il y a pas mal de formations qui sont sorties. J'en connais plusieurs en anglais sur justement reconnaître la douleur. Après, moi, c'est des choses que j'ai fait un peu pour reconnaître les signes de douleur d'un point de vue comportemental. Et du coup, ça fait partie des choses qui sont abordées dans la certification. Mais des connaissances qui vont plus loin, donc en diagnostic vétérinaire, malheureusement, ça fait pas partie de notre métier. Et du coup, on a un peu une barrière là, où en fait, on peut pas dire à un vétérinaire comment il devrait faire son boulot. C'est pas OK. Et c'est un exercice illégal de la médecine. Voilà. Donc, malheureusement, non seulement c'est compliqué d'avoir ces infos-là sans mettre les pieds dans une formation vétérinaire, mais en plus, on n'a pas le droit, en fait, techniquement. Donc, euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est savoir quoi regarder en termes de comportement, en termes de signes que peut produire le chien ou peut avoir le chien en parler aux clients qui collectent ces données-là et qui en parlent aux vétérinaires. Moi, je fais des lettres aussi pour appuyer leurs demandes régulièrement, pour expliquer tout ce que j'ai observé, ce qui va permettre d'apporter mon expertise en tant que professionnel pour appuyer la demande des clients. Mais je ne peux pas dire à un client, il faut faire une radio, par exemple, des hanches de votre chien. Parce que techniquement, je suis pas vétérinaire, j'ai pas le droit de dire ça en fait. Par contre, ce que je peux leur dire, c'est que j'observe une démarche irrégulière, surtout à la fin de la séance, que du coup, ce serait super intéressant de filmer ces moments-là, parce que quand ils vont chez le veto, le chien, il marche peut-être pas pareil, parce qu'il n'a pas fait une heure de balade avant. De collecter des données, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive pas, est-ce que c'est à chaque balade ou pas. Et avec ces données-là, en fait, de pouvoir aller voir le vétérinaire pour lui dire, OK, on a ces infos-là, on aimerait pousser des examens plus loin, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme examen? Et là, on a vraiment une expertise vétérinaire où le vétérinaire va pouvoir répondre. Ça va être intéressant de faire des radios de tel endroit, ça va être intéressant je sais pas, de proposer un traitement ou de quoi que ce soit. Mais voilà, il y a une limite en fait, malheureusement, à pas dépasser. Et alors, il y a certains vétérinaires qui s'empêchent pas de passer la limite de l'autre côté, hein, mais ça n'empêche pas que nous, normalement, on a une limite à pas dépasser, dans le sens où on ne peut pas ni poser un diagnostic, ni demander des examens de santé, en fait. Alors, la suite. Pour réorienter vers les VT les profils que tu as en comportement de manière argumentée, que tu recommandes, est-ce que c'est un fait partie? Alors, du coup, j'ai répondu en partie. Ça fait partie des choses, effectivement, qu'on voit dans la certification à fond, parce que, en fait, malheureusement, ça arrive hyper souvent. Moi, j'avais fait des statistiques. Alors, sur les quelques centaines de chiens que j'ai eu en suivi, c'est quand même un toute petite échantillon, mais malgré tout, ça parle quand même un petit peu. Mais voilà, sur l'échantillon de chiens que j'ai pu avoir en suivi, euh, j'ai à peu près 30% des chiens que j'ai en suivi, sachant que, n'oubliez pas, je suis spécialisée dans les comportements assez intenses, anxiété, réactivité, agressivité. Donc en fait, j'ai des clients qui viennent me voir qui ont des chiens qui produisent des comportements intenses. Et du coup, j'ai 30% de chiens dans ma clientèle, à peu près, chaque année, qui ont un diagnostic d'un problème de santé ou qui euh, on a poussé des examens, on sait qu'il y a quelque chose et qu'on n'a pas encore trouvé ce que c'était.
Parce que ça arrive aussi malheureusement qu'on n'ait pas toutes les réponses. Parce que malheureusement, le chien ne peut pas nous dire où est-ce qu'il a mal, comment il a mal, à quel moment, etc. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de collecter des données, d'observer attentivement les comportements pour avoir que des données à donner au vétérinaire parce que justement, le chien ne peut pas parler. Et donc, ouais, non seulement dans ERA, on voit quel comportement observer, qu'est-ce qui est intéressant de collecter, à quel moment, mais aussi, du coup, comment réussir à ce que le client puisse transmettre au vétérinaire le mieux possible, d'essayer d'appuyer les demandes avec des lettres, comment formuler les lettres pour qu'elles soient pas mal prises par le veto, qu'elles soient prises au sérieux et des choses comme ça, pour essayer de collaborer avec eux le plus possible, qu'ils respectent notre avis et notre expertise autant qu'on respecte la leur. Et du coup, ouais, l'idée, c'est d'amener ses clients à ce que leur chien puisse avoir un diagnostic, être pris en charge et puisse être plus confortable, en fait. Et de pas se fâcher avec le veto parce que c'est lui qui va pouvoir faire tout ça. Et donc, bien vu, les soucis digestifs et ostéo-articulaires sont le top 3 des problèmes de santé chez les chiens que j'ai en suivi la plupart du temps. Donc ouais, ça fait partie des gros sujets. C'était des sujets qui arrivaient pas tellement avant, mais on en parle beaucoup plus maintenant parce qu'on se rend beaucoup plus compte que une bonne partie des chiens qui ont des comportements intenses ont aussi un problème de santé. Alors, on ne sait pas toujours qui a causé quoi. Est-ce que c'est l'intensité des comportements, des situations, le stress que ça engendre, l'anxiété potentielle que ça engendre, qui va faire que le chien va être plus à même d'avoir des problèmes de santé? Je donne un exemple, mais un chien qui se jette au bout de la laisse comme un fou 12 fois par jour a plus de chances de développer certains problèmes musculo-squelettique euh, qu'un chien qui marche tranquillement en longe dans les bois et sans tirer sur quoi que ce soit. Donc ouais, forcément, il y a un impact l'un sur l'autre et inversement, un chien qui a des problèmes digestifs va forcément, ou très souvent en tout cas, avoir un seuil de tolérance qui va être différent, va potentiellement être plus sensible, se sentir moins à l'aise dans certaines situations, etc. Donc c'est hyper logique que ça soit un sujet qui fasse partie de la certification et qui soit creusé pour permettre aux élèves d'accompagner les chiens du mieux qu'ils peuvent, et ça en fait partie. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai fait à peu près le tour de mes questions. Je vais attendre un tout petit instant, voir si vous avez des questions qui vous viennent. Avec plaisir. Et puis sinon, je vous présenterai un petit peu le programme en détail. Ah si, j'avais une autre question qui avait été posée, qui est pas trop sur la certification en elle-même, mais un peu plus sur l'aspect réactif. J'ai une personne qui m'a demandé est-ce que un chien qui a des comportements réactifs envers les autres chiens euh, doit être en contact avec d'autres chiens de nouveau un jour. Est-ce que ça fait forcément partie du bien-être d'un chien d'avoir des interactions avec d'autres chiens? Alors vous imaginez que la réponse est un peu plus complexe que oui ou non. Euh, donc déjà, ça dépend de chaque individu, bien sûr, parce que les besoins sociaux sont pas tous égaux. Tout au long de la vie du chien, ça peut évoluer, mais en fonction des chiens, ça peut être différent aussi, comme les humains, hein. Alors, on n'est pas des chiens, mais on est quand même une espèce sociale comme les chiens, et nos besoins sociaux, en fonction des individus, peuvent être très différents. Il y a des personnes qui vont avoir trois amis proches et qui sont très heureux comme ça, alors qu'on a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir des interactions avec beaucoup plus d'amis différents. Et puis, on a des personnes aussi qui vont se contenter de certains niveaux de relation, c'est-à-dire de juste échanger avec quelqu'un par message ou s'appeler, alors que d'autres personnes, ils ont besoin de voir les gens régulièrement, plus ou moins régulièrement. Et en fait, malheureusement, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et les chiens, c'est un peu la même chose, où en fait, on a certains chiens qui vont avoir un besoin social très important
et de manière différente. Je vais prendre l'exemple de mes trois chiens que j'ai à la maison parce que je trouve que c'est assez représentatif de profils différents. J'ai Echo, par exemple, qui adore rencontrer d'autres chiens. C'est un berger australien qui a 9 ans et demi maintenant, un mâle qui est castré aujourd'hui, mais il a été castré à 7 ans. Et euh, il adore rencontrer les autres chiens. Il a très envie toujours d'y aller. Une fois qu'il les a rencontrés, c'est-à-dire qu'ils ont échangé leurs odeurs, qu'ils ont interagi pendant 1 minute ou 2, voilà, et ben c'est tout. Et lui, il veut continuer sa balade. Il ne veut ni jouer, ni interagir plus que ça ne l'intéresse plus. Et il fait ça avec quasiment chaque chien qu'il croise. De temps en temps, il y a une personnalité, un match différent avec un chien et il va avoir envie d'interagir plus ou moins. Mais la plupart du temps, il va juste vouloir les rencontrer et c'est tout. À côté de ça, j'ai aussi Murdoch à la maison, qui est un berger australien de 9 ans. Et il est toujours entier. Et lui, il va aimer jouer avec certains chiens, mais une toute petite population de chiens, seulement certains profils bien bien spécifiques. Et tous les autres chiens, il veut pas les voir en peinture. Mais genre, il faut pas qu'ils s'approchent à moins de 8 mètres. S'il s'approche moins que ça, il va avoir des comportements pour les éloigner et leur demander plus d'espace. Et à part ces quelques chiens triés sur le volet, qu'il aime beaucoup et avec qui il va vouloir interagir, beaucoup jouer, il est très 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 joueur avec ces chiens-là, et bien les autres, il veut même pas les rencontrer. À côté de ça, j'ai aussi Avriel, qui est un retriever de la Nouvelle-Écosse, qui a 2 ans maintenant, bientôt. Et, euh, et lui, il est un peu délicat sur les rencontres, il est assez mal à l'aise parce qu'il sait pas trop comment va être l'autre chien, comment ça va se passer. Il aime jouer un petit peu ponctuellement, mais surtout, il aime juste partager des moments avec les autres et partager notamment des odeurs, des choses comme ça. Il est un peu joueur, mais pas tant que ça. Et lui, il va kiffer des chiens qui vont être très neutres, qui vont très peu le bousculer ou lui demander de jouer ou des choses comme ça. Et il va aimer les chiens qui font leur vie un peu dans leur coin, mais il les aime beaucoup parce qu'il peut aller partager des odeurs avec eux et c'est ce qu'il préfère. Et donc, il adore des profils comme des cockers, des beagles, des chiens qui aiment beaucoup, beaucoup renifler et interagir avec l'environnement. C'est ses préférés parce que, en fait, il aime renifler avec eux et partager. Et voilà. Donc, il va renifler un truc, l'autre arrive, ensuite l'autre va renifler un truc, il arrive, et c'est à peu près tout. Il aime bien courir avec certains chiens et jouer avec certains chiens, mais ça va être vraiment plus ponctuellement, ça va être un peu plus sélectif sur le style de chien et le style de jeu, et ça va être voilà, certains profils dans certaines situations, et ça dure pas très longtemps. Ça veut pas dire que c'est pas quelque chose qui lui plaît, ça veut dire que c'est moins une priorité pour lui. Par contre, contrairement aux deux autres, c'est un chien qui aime beaucoup avoir des interactions sociales à la maison, alors que les deux autres, c'est un peu chacun sa vie dans son coin à la maison, alors que Avriel, le petit retriever de la Nouvelle-Écosse, il aime dormir près des copains, il aime leur mâchouiller les poils d'oreille de temps en temps, il aime venir les renifler partout, il aime jouer avec eux, il aime, voilà, il aime beaucoup interagir avec les chiens de la maison. Donc il aime avoir une relation proche et intime avec certains chiens, alors que les chiens, d'autres chiens à l'extérieur, il n'a pas du tout ce genre de relation. Et c'est ok d'avoir ces dualités-là, et c'est ok d'avoir des profils et des personnalités différentes en fonction de chaque chien. Et donc, ça veut dire que l'équilibre pour chaque chien va être très très différent. Malheureusement, il y a parfois certains équilibres qu'on ne peut pas avoir parce qu'il y a des fois des enjeux de sécurité. Je donne un exemple, Murdoch, comme je disais, il aime beaucoup jouer avec certains chiens. Malheureusement, comme les, il sélectionne les chiens un peu sur le volet, il y en a très très peu avec qui il s'entend bien, bah, je vais parfois être obligée de
refuser certaines rencontres, d'éviter certains croisements, etc., pour qu'il soit confortable. Mais du coup, ça veut dire que des fois, je le prive de potentielles interactions qui se passeraient bien, dans le risque que ça pourrait mal se passer, en fait. Et peut-être que du coup, il a peut-être pas eu dans les années de sa vie assez d'interactions sociales à certaines périodes, et peut-être qu'il aurait eu envie d'avoir plus de jeux et d'interactions sociales avec d'autres chiens. Mais malheureusement, on a un enjeu de sécurité qui va toujours être prioritaire par rapport au bien-être du chien. Et bien sûr que le bien-être du chien, il est hyper, hyper important, mais la sécurité de tous, elle est encore plus importante. Donc, bah, parfois, à certains moments de sa vie, à certains moments de balade, à certaines périodes, eh ben, la sécurité, elle a primé. Et quand j'étais pas sûre, j'ai préféré à certains moments pas prendre le risque, en fait. Et c'est OK que des fois, il y ait des ratés, mais je veux pas qu'il y ait des ratés tout le temps et que potentiellement il se mette en danger ou qu'il mette en danger d'autres chiens parce qu'il a été capable de se battre à certaines périodes de sa vie quand il interagissait avec certains chiens. Et globalement, moi j'ai une politique un peu ici de ben, la sécurité est le plus important tout le temps. Et du coup, parfois, il faut faire des concessions. Euh, Dans l'idéal, pendant un certain temps donné, euh, pour assurer cette sécurité et être sûr que personne n'est en danger. Ça vous évoque des trucs. Surtout, je vois que vous osez pas trop parler de vos chiens. Il n'y a absolument aucun problème avec le fait de parler de vos toutous. On en a tous à la maison et comme vous le voyez, j'en ai aussi et ils sont tous différents et ils sont pas tous parfait aux yeux de la société et c'est ok aussi, hein. Murdoch, à l'heure actuelle, il a toujours des comportements réactifs envers d'autres chiens. Alors j'ai diminué la distance qu'il est capable de tolérer, donc j'ai augmenté sa tolérance pour des questions pratiques, de confort pour lui et de sécurité pour tout le monde. Pour qu'il soit capable de croiser un chien sur le trottoir d'en face à peu près, euh, sans que ce soit trop difficile ou pour lui, ou potentiellement dangereux pour lui ou pour moi. Mais il est pas pote avec tout le monde et il peut quand même grogner quand un chien lui déboule dessus et même potentiellement avoir des comportements qu'on pourrait étiqueter de réactifs ou agressifs. Et c'est ok en fait. Et, ça fait partie de la diversité d'un chien et de ses comportements et en fait, on a une image hyper romantique et hyper idéalisée du chien que, qu'un chien devrait être forcément sociable avec tout le monde, sociable avec tous les chiens, avec tous les gens. Et en fait, c'est rarement le cas. Et en fait, on a cet idéal de vie-là pour nos chiens parce que on a l'impression que c'est ça qu'ils veulent, alors que bah, c'est pas toujours ça qu'ils veulent, malheureusement. Et en plus de ça, c'est parce que c'est des chiens comme ça qu'on voit tout le temps. On en voit dans les films, on en voit au parc, parce que c'est ceux qui vont partout, donc on les voit partout. Mais, euh, mais malheureusement, c'est pas hyper représentatif de la population de chiens actuelle, parce qu'en fait, les gens qui ont des chiens qui ont des comportements réactifs, ben, ils vont pas sortir au parc, ils vont aller se balader en forêt quand il n'y a personne. C'est ceux qui vont vous éviter, que vous allez jamais voir, en fait. Si vous évitez tout le monde, probablement qu'il y en a d'autres aussi qui vous évitent. Donc, bah ouais, du coup, comme on a cette vision, un plein visage tout le temps d'un chien qui doit être sociable avec tout le monde, on se dit que c'est ça qu'on devrait avoir. Et, et en fait, non. Non seulement c'est pas forcément ça qui rend heureux un chien, mais en plus, ben, c'est même pas hyper représentatif de l'espèce, quoi. Par contre, ce qui va être super important, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde, et d'essayer que notre chien puisse pas être blessé, puisse pas blesser d'autres personnes, d'autres chiens ou d'autres animaux, et de maximiser
leur bien-être en fait, de faire que y ait les croisements soient le moins stressants possible, soient le plus facile pour nous aussi en termes de gestion, etc. Nous en tant qu'humains, je parle, donc les clients aussi. Donc c'est tout ça en fait qu'on va essayer de faire, d'accompagner les clients vers, en fait. C'est cette espèce de sérénité où, en fait, le chien, il est confortable avec son environnement de vie, avec ce qui se passe autour de lui, et on va tendre vers ça, en fait, le plus possible. Mais il n'est pas question de rendre tous les bergers australiens des golden retrievers. J'exagère parce que tous les golden sont pas comme ça. J'ai eu un paquet de golden qui ont des comportements réactifs en suivi. Mais vous voyez le principe. Le but, c'est vraiment de d'évoluer vers plus de sérénité. C'est un peu cucu dit comme ça, mais, mais c'est vrai. Ok. Alors, franchement, les certifs me donnent trop envie. Je ne pense pas pouvoir m'investir dedans cette année, mais l'année prochaine à discuter. Eh ben, ce serait avec plaisir que on t'accueillera l'année prochaine si tu le souhaites. Ça me rappelle mes deux loulous. Ouais, bah, maintenant je commence à les connaître un petit peu, c'est des oiseaux, mais ouais, c'est pas facile parfois de naviguer dans un monde avec des chiens qui ont des besoins spécifiques ou qui ont une tolérance qui est toute petite. Mais au même titre qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des difficultés à naviguer dans notre société parce qu'ils ont des difficultés. Et en fait, il peut arriver plein de choses à un chien qui peut faire qu'il en arrive à avoir des difficultés à être inconfortable dans son environnement de vie. Ça peut être un traumatisme. Pour Murdoch, par exemple, il s'est fait attaquer, attraper plusieurs fois par certains chiens, et alors qu'avant, c'était vraiment un chien qui était, qui était beaucoup en demande d'interaction sociale avec les autres et qui avait très très envie d'aller vers les autres, qui avait une capacité d'adaptation et de communication assez folle. Et en fait, ça s'est perdu progressivement parce qu'il y a eu euh, de l'anticipation, de l'anxiété qui s'est générée dans les rencontres à cause de plusieurs attaques qu'il a subies. Donc voilà, il peut y avoir des, des expériences comme ça, qu'on crée des traumatismes, qu'on crée des difficultés qui font qu'on n'a pas pu contrôler, malheureusement, parce qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe dans notre environnement tout le temps. Il y a aussi la génétique. Malheureusement, on sait aujourd'hui qu'il y a certains comportements qui sont transmis ou certaines potentialités comportementales qui sont transmises par la génétique. Et ben, des fois, on ne connaît pas l'origine de notre chien, des fois, on pensait connaître l'origine de notre chien, et des fois, en fait, ben, on se retrouve avec un chien qui a un potentiel de sensibilité, de marquer un peu plus facilement sur certaines expériences qu'il va avoir vécues. Ben, pareil, ça, on n'y peut pas grand-chose la plupart du temps. On a parfois aussi des soucis de santé dont on parlait tout à l'heure qui peuvent s'ajouter à ça. On a parfois des phases de vie où en fait on se retrouve dans un environnement qui correspond peut-être pas tout à fait à notre chien, qui nous correspond peut-être pas tout à fait. Et même si c'est transitoire, bah, c'est pas forcément facile à vivre pour tout le monde. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer en fait qu'un chien puisse avoir des comportements de ce type-là et qui peut être inconfortable. Et c'est ces personnes-là qu'on va aller chercher à aider, à trouver des solutions durables pour aider ces chiens à mieux traverser ces périodes-là, à être mieux dans leur vie, et ces humains-là aussi, en fait. De leur redonner du pouvoir, du contrôle sur les situations, de savoir quoi faire, comment aider leur chien. Et c'est ça qui est super intéressant. On se planque, oui, clairement. Et c'est fou parce qu'en plus, ça laisse des traces parce que ben, aujourd'hui, Murdoch est malade et peut plus se balader déjà depuis longtemps. Et ça n'empêche pas que j'ai encore ce réflexe de me dire, oh, je vais pas aller me balader à cet horaire-là parce que je risque de croiser du monde. Alors que Echo, par exemple, lui, il s'en fiche. Mais
ça m'a rendu moi inconfortable avec ces environnements-là, ces éléments-là, parce que je vais surveiller ce qui se passe autour, parce que je vais être moins à l'aise. Et en fait, ça fait partie aussi, malheureusement, de l'apprentissage et de ce qui se passe. C'est-à-dire que les réactions de nos chiens nous ont contaminés et on peut vivre des moments de stress, de l'anxiété, pas oser sortir à certains horaires, etc. Et même s'isoler socialement, ce genre de choses. Et le but dans des accompagnements, c'est justement de pouvoir aider des personnes à retrouver une sérénité là-dessus aussi, en fait, à trouver des solutions qui vont être moins inconfortables pour eux. Je suis déjà pas sociable avec tout le monde et j'ai le droit de pas l'être aussi. Mais exactement. Ça me rappelle les réflexions que j'ai entendues. Ouais, malheureusement, le jugement est un peu facile parfois, mais encore une fois, parce que ben on est bercé par un certain idéal du chien et puis sur Internet, les gens aiment bien donner leur avis, même quand ils savent pas, et ça nous aide pas tout ça. J'épargne Néos au chat. Mira était top ici sur le plan perso aussi. Autant pour Néos qui a des soucis de santé est un cas des enfers que pour Kaya qui a un profil réactif moins complexe. Ça a tellement solidifié et complété mes acquis. Trop contente de lire ça. Je suis pas payée pour dire tout ça. Alors non, je ne paye pas Théo. En plus, le pire, c'est que c'est lui qui a payé pour avoir sa certif. Alors malheureusement, j'ai pas les moyens de payer des influenceurs pour faire la promo. J'aimerais bien, hein, franchement, ça serait trop bien, mais je n'ai pas ces moyens-là. Moi, j'ai aucune question, j'ai juste hâte de commencer. Ah, trop cool. J'avais pas vu que tu étais là, Héloïse, mais trop cool que tu sois là. Et que tu aies pu, du coup, avoir peut-être des réponses à certaines de tes questions, tout ça, c'est cool. C'est clair que ça donne très envie de vous rejoindre. Euh... Eh bien, viens! Viens! Est-ce que on peut revenir parler des chiens pendant 2 heures, 2 fois par semaine? C'est pour un ami. Alors oui, bien sûr, pas de problème. On met une fausse moustache, on repasse ni vu ni connu. L'accompagnement humain fait partie de la formation. Ouais, il y a un gros, gros, gros volet sur l'accompagnement humain. Je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal laissé de côté dans la plupart des formations. On a tendance à avoir beaucoup l'aspect chien, en fait, de l'équation. Sauf que bah, c'est une partie et l'humain est une partie et des fois bien costaud Alors, je vais pas faire de vous des psychologues, pas du tout, mais j'estime qu'on a, pareil, hein, comme les vétos, on a certaines limites euh, à notre métier. Mais par contre, ouais, il y a tout le volet humain sur réussir à mettre les humains en réussite, je pense que vous avez tous déjà entendu des collègues ou des pros dire que leurs clients font pas leurs exos, des trucs comme ça. Bah, le but, c'est justement d'apprendre à mettre en réussite les humains aussi, parce que c'est hum, notre seul interlocuteur en fait. Moi, je peux pas dire au chien, tu vas faire tes exos. Non, c'est pas possible. Et je peux. En fait, la progression du chien dépend à 100% de l'humain qui l'accompagne et de sa famille. Donc, en fait, forcément, il va falloir. Enfin, moi, je trouve que c'est nécessaire d'avoir un volet humain assez important pour justement pouvoir avoir une progression, avoir des réussites pour le chien parce que ben, c'est l'humain qui doit apprendre, qui doit mettre en place au quotidien et c'est super, super important. Donc ouais, il y a un volet communication avec les humains et comment réussir à poser les bonnes questions pour avoir les bonnes infos, comment réussir à les accompagner, à les pousser, à les motiver, les engager au changement, plein plein de choses comme ça. Voilà. Je suis devenue réactive à tellement de choses, mais complètement. Et je pense que t'es pas la seule. Je crois que je suis devenue plus réactive que ma chaîne. Bah, écoute, Élise, euh, euh, je ne suis pas plus réactive que Murdoch, mais par contre, je suis plus réactive qu'Abriel ou Keko. 100%. Voilà. Mais en fait, malheureusement, ça fait partie de réactions, enfin, normales, en fait.
Parce que je pense qu'on l'oublie, mais un chien qui réagit, c'est pas un super moment pour lui, c'est pas un super moment pour nous, et c'est un moment de détresse pour lui ou elle, mais c'est aussi un moment de détresse pour nous, et ça marque. C'est des potentiels. Un chien, notre chien qui va mordre un autre chien ou qui va pincer les fesses d'un humain, euh, ça a un impact sur nous et sur nos comportements futurs, bien sûr. Et ça peut même être un traumatisme et enfin, modifier durablement nos comportements. Et ça fait partie, ouais, des choses qu'on aborde aussi dans la certification parce que ben, ça fait partie, je trouve, des suivis et c'est super important d'avoir les clés pour accompagner ces humains qui vivent ce genre de choses. Pincer les fesses. Yann est un féru défenseur de pinçage de fesses. Et pour l'anecdote, une, euh, j'ai une chienne en suivi, une malinoise, euh, qui avait des comportements actifs envers certains humains et les cyclistes. Et un jour, il y a une cycliste, qui a garé son vélo. Donc elle s'est arrêtée, elle est descendue du vélo, elle a garé le vélo et elle était en train de l'attacher. Et euh, ces humains ont pas pensé que la chienne allait réagir parce que la personne était descendue du vélo. Et en fait, la chienne, elle a pincé les fesses de la cycliste qui était en train d'attacher son vélo. Et il y a eu une procédure chien mordeur, tout ça, hein. Donc, voilà. Après, elle a dû bien se faire pincer les fesses, mais bon, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. C'est pas souvent, honnêtement, que les chiens pincent les fesses. J'en ai pas eu beaucoup d'agressions vraiment euh, pour mettre fin à une situation ou une agression qu'on va étiqueter de distanciation, donc pour faire s'éloigner un déclencheur. La plupart du temps, les chiens ont tendance à mordre plutôt les mains, les bras. Parfois, on a certains chiens qui vont venir essayer d'attraper le visage et des choses comme ça. Et on a toute une catégorie de chiens qui vont aimer attraper les pieds, les mollets, tout ça. Les fesses, c'est pas souvent quand même. C'est un peu trop haut, je pense, par rapport. Peut-être. Ah, oui, c'est Gina pour les fesses, ouais. Peut-être un Dogue allemand, il pince plus les fesses que les. Je sais pas. C'est une histoire de taille. Pourtant, c'est devenu le meilleur endroit pour moi. Alors, Elise, tu fais ce que tu veux. Mais oui, probablement que c'est sympa, plus sympa que d'autres endroits quand même. Les pieds. Qui irait envie de mordre des chaussures, par exemple, avec un peu de couenne? Ça part beaucoup trop loin. Arrêtons. Les esquimes, les fesses. Avec tout que j'ai connu. Bah, apparemment, je ne savais pas non plus. Allez, je vais prendre un petit peu de temps pour montrer le programme. Mais si jamais vous avez d'autres questions, que ce soit d'ordre plus général ou que ce soit sur l'assertif, n'hésitez pas, je les lis après. Alors, hop, on va mettre ça ici. Je vais vous partager mon écran. Hop, zoup, c'est parti. Et on va ouvrir le chat pour que je puisse voir vos questions s'il y en a. Alors, euh, on notera la magnificence de mes chiens. Voilà. Du coup, dans le premier module, donc comme je disais, les cours sont en live le mardi soir, le vendredi soir de 18h à 20h. Les replays sont disponibles. Et donc dans le module 1, c'est vraiment tout ce qui va être la réactivité en laisse. La plupart du temps, si jamais il y en a qui ont fait des formations un peu sur la réactivité, c'est le module où vous allez le moins apprendre parce que vous allez apprendre des trucs, c'est sûr quand même, mais c'est le sujet que je trouve le plus abordé dans la plupart des formations. Donc, sur le premier cours, il y a tout ce qui va être définition, analyse, qu'est-ce que c'est vraiment la réactivité, tout ça. On va parler aussi ensuite, dans le deuxième cours, du seuil de tolérance et du langage corporel et pousser ces notions-là un petit peu plus loin. Ensuite, on a tout ce qui est antécédent, donc qu'est-ce qui va déclencher les comportements. Et puis, on va parler de bien-être, les besoins du chien, etc.
En numéro 4, on a la modification comportementale. Comment on opère une modification comportementale en fonction des situations. En 5, on a tout ce qui est outils de gestion dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. En 6, ce qui est un cours un peu plus pratique, c'est de la gestion de longe et des placements dans l'espace. En numéro 7, on a comment construire une séance. Donc là, c'est un peu plus pratique aussi. Donc vraiment, comment agencer une séance pour qu'elle soit bénéfique, confortable pour les humains, comment on les adapte en fonction de chaque chien et de ce qu'on veut transmettre, des facilités, des difficultés de chaque chien et de chaque famille. En 8, on va avoir des études de cas et puis des questions éventuellement. Euh, et ensuite, on a le premier stage qui est une mise en pratique de tout ça. Donc en fait, l'idée, c'est que dans le stage, que chacun puisse, s'il le souhaite, faire une séance avec un vrai client en fait. Bien sûr, il y a tout un processus avant de réussir à faire ça. Promis, tous les élèves ont réussi l'année dernière. Le module 2, c'est vraiment celui qui est axé sur l'accompagnement humain. Donc le premier cours, ça va être sur structurer son premier rendez-vous. Donc les rendez-vous qu'on va étiqueter de bilan ou des choses comme ça. Le deuxième cours, c'est construire un plan d'action. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes les infos, qu'on a compris comment on pouvait les collecter et quelles sont les informations vraiment importantes, réussir à construire un plan d'action, en fait, un programme de travail, d'entraînement pour ce chien-là, dans cette situation spécifique, et du coup de définir aussi des objectifs. Quels objectifs on peut essayer de viser? Est-ce que ça correspond aux objectifs du client ou pas? Comment on peut naviguer là-dedans? Notamment quand on se rend compte que les objectifs du client ne sont pas du tout envisageables, par exemple. Comment faire face à cette situation-là? En 3, on a la collecte de données, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelles données collecter? Comment on peut faire pour les collecter? Et dans quel but? Qu'est-ce que ça peut nous apporter de collecter des données? En 4, on a tout ce qui va être la progression et le suivi. Donc, une fois qu'on a établi un plan, comment on va faire pour amener le client et le chien à progresser pour essayer d'atteindre, en tout cas d'aller vers ces objectifs, les objectifs qu'on a définis. Et du coup, toute la gestion du suivi pour permettre du coup cette progression et que ce soit le plus confortable possible et comment on peut adapter le suivi à chaque personne et à chaque chien. En 5, on a le parcours client et du coup comment cibler sa clientèle. Donc comment réussir à cibler des clients qui nous ressemblent ou qu'on a envie d'avoir, qui correspondent à des clients qui seront confortables pour nous et qui vont pouvoir réussir à nous trouver. Globalement, comment faire pour que on puisse avoir des clients et qu'on puisse avoir des sous et payer nos factures et pouvoir potentiellement en vivre, tout ça, tout ça. Le 6, on a le choix des tarifs, les collaborations avec d'autres professionnels, ce genre de choses. En 7, on a amélioré sa communication. Donc ça va être tous les outils de communication qu'on peut utiliser, dont je parlais tout à l'heure, pour réussir à motiver les clients, à les amener à changer, à les amener à, à engager du temps et de l'énergie, en fait, pour leur chien. Et, et ou de les convaincre si on a besoin de les convaincre, de comment réussir à argumenter, à tenir certaines conversations qui peuvent être un peu émotives ou difficiles, ce genre de choses. On retrouve aussi du coup les études de cas, parce que le but c'est de pas seulement être que sur la théorie, mais aussi de pouvoir mettre en pratique tout ça et de voir comment on peut mettre en pratique tout ça. Et on a du coup le deuxième stage qui va porter du coup là-dessus aussi. Donc le but c'est de mettre en pratique toute cette communication, tous ces outils pour réussir à mener une séance, à structurer des rendez-vous avec des vrais clients potentiellement. Le module 3 est sur la réactivité et agressivité envers les humains, plus particulièrement, et tout ce qui va être les comorbidités. Donc, quand je parle de réactivité humaine, en vrai, dans le premier module, un chien peut avoir des comportements réactifs en laisse vis-à-vis d'humains. Mais là, on va aller un petit peu plus loin avec les contacts avec d'autres humains et ce genre de choses.
Donc, comme vous le voyez, du coup, le premier cours, ça va être l'arrivée chez un chien réactif pour nous en tant que professionnels, mais aussi potentiellement euh, la gestion des invités quand on a un chien qui n'est pas à l'aise avec les invités ou quand on a un client qui a un chien qui n'est pas à l'aise avec les invités. En numéro 2, on a tout ce qui est intolérance à la contrainte, aux manipulations, donc un chien qu'on peut difficilement toucher, qui peut avoir des réactions ou des comportements de menace si jamais on le contraint physiquement, donc on l'empêche d'aller à un endroit, ou qu'on le touche, ou qu'il est coincé, ou ce genre de choses. Les chiens qui vont potentiellement essayer de mordre un vétérinaire sur des soins, des choses comme ça. En 3, on a une introduction au medical training. Alors, c'est vraiment pas une formation complète, hein, c'est vraiment donner des clés pour permettre de démarrer potentiellement certains apprentissages, de comprendre du coup aussi ensuite dans le cours suivant le consentement et comment on peut construire ça avec certains chiens un peu sensibles et à quel point ça peut être bénéfique pour certains chiens du coup. Et va avoir tout un aspect sécurité aussi avec tout ça. En 5, on a tout ce qui est santé et traitements comportementaux. Donc, on en parlait tout à l'heure, quels signes de santé il va falloir qu'on peut observer ou qu'il va falloir collecter. Et euh, quels sont les traitements comportementaux que moi j'ai observés le plus souvent dans les suivis que j'ai eus et quels ont été les effets sur les chiens, etc. Et pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre, même si chaque chien est différent, chaque situation est différente, etc. Ça vous permet de vous préparer un peu pour si jamais vous avez un chien en clientèle qui a un traitement comportemental en place ou qui va en avoir. En 6, on a tout ce qui va être anxiété environnementale. Donc là, j'entends par là euh, un chien qui serait pas à l'aise avec un environnement urbain, des choses comme ça, qui pourraient avoir des réactions intenses vis-à-vis voilà, de certains éléments de l'environnement, comme se cacher, trembler, aboyer, avoir du mal à se poser, à se reposer, etc., etc. Et on va avoir aussi en 7 la sensibilité au bruit et la détresse d'isolement ou anxiété de séparation. Et globalement, l'anxiété environnementale et la sensibilité au bruit et détresse d'isolement, c'est des thématiques que j'aborde, même si en vrai, ce ne sera pas une formation complète que là-dessus, c'est vraiment une partie, c'est ce que j'ai essayé de résumer de toutes les formations que j'ai faites sur ces sujets-là, ce qui me paraissait le plus important à transmettre. En fait, parce que c'est très souvent une comorbidité avec des comportements réactifs ou agressifs. En fait, on a très souvent des chiens qui cumulent plusieurs problématiques, tout simplement. Et du coup, l'idée, c'est de vous aider à pouvoir faire face à ça et de savoir comment ça fonctionne et de savoir aussi, ça fait partie des choses qu'on évoquera aussi, de quelle formation potentiellement ciblée si vous voulez aller plus loin sur certaines de ces thématiques, mais aussi de savoir quand est-ce que c'est important de référer à d'autres professionnels qui sont spécialisés parce que vous êtes un peu dépassé par tel ou tel cas, parce que bah, la problématique principale, c'était la réactivité en laisse, vous avez géré, et maintenant la problématique principale, c'est la détresse d'isolement, et c'est un peu moins votre domaine de compétence et c'est OK aussi. Et bien sûr, on retrouve nos études de cas et nos questions. Il y a aussi des quiz. Haha. J'avais oublié. Je les ai pas mis dans le programme, mais en vrai, il y a des quiz et les quiz sont toujours très sympas. Je pense que les anciens élèves peuvent le témoigner. J'adore les quiz. Euh, Dans le module 4, on va avoir tout ce qui va être agressivité intraspécifique, donc beaucoup le climax du module, tellement. Moi, c'est le truc que je trouve le plus chouette, mais on vous spoil pas la question la plus dure de tous les quiz. Non, n'en parle pas. En plus, je vais peut-être les changer, certains, donc on verra. Et donc, ouais, donc le module 4, c'est ce qu'on va étiqueter d'agressivité intraspécifique. Donc, c'est les comportements d'agression entre chiens ou envers un individu du foyer aussi.
Ça rentre pas dans l'intra spécifique, mais c'est parallèle. J'ai le chat qui est en train d'essayer de passer pour venir sur le bureau et il est tombé. C'est un raté. Mon chaton. Bon, il est tombé sur le fauteuil en dessous, c'est pas trop. Tout va bien. Donc, en premier, il y a le fait d'établir un pronostic. Donc, qu'est-ce que j'appelle un pronostic? C'est les chances de réussite du programme, du plan d'action, du programme de travail, les chances de ce chien d'évoluer dans cet environnement de vie, dans cette famille. Donc, un pronostic, il n'est pas forcément établi dans les cas d'agression, ça peut être aussi dans d'autres cas, mais il fallait bien le mettre quelque part, alors il est là. En deux, on a la protection de ressources, qui est un gros sujet, je trouve. Je passe pas mal de temps dessus, euh, parce que ça fait partie des grosses situations qui peuvent amener euh, des agressions, des blessures et de mettre en péril la sécurité de tout le monde. En trois, on a les conflits entre chiens dans un même foyer. En 4, on a les interactions entre chiens, donc pas que les conflits, toutes les interactions en règle générale. Et donc, du coup, beaucoup de lectures d'interactions, vidéos, tout ça. En 5, on va avoir tout ce qui va être les morsures et gestion des conflits, donc comment intervenir, quand intervenir, comment qualifier les morsures et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il y a eu une morsure. Toutes les morsures se valent pas. Un chien qui a pincé des fesses, c'est pas la même chose que un chien qui a défiguré quelqu'un ou qui a fait une morsure tenue sur le cou d'un autre chien, par exemple. Voilà, réussir à naviguer là-dedans et à pouvoir potentiellement accompagner des clients là-dessus aussi. On va avoir aussi tout ce qui va être en 6, la poursuite du mouvement et tout ce qui va être aussi les agressions redirigées. Donc quand un chien, j'étiquette d'agression redirigée, un chien qui réagit sur un élément déclencheur et qui ne peut pas l'atteindre ou qui ne peut pas obtenir ce qu'il souhaite, donc par exemple faire s'éloigner le déclencheur et qui peut du coup rediriger l'intensité et ses comportements envers un autre individu, donc par exemple son humain ou un autre chien ou la laisse ou ce genre de choses. Euh, Poursuite du mouvement, ça va être les chiens qui essayent d'attraper les voitures. On ne parle pas tellement de prédation parce que ça ne fait pas partie de mon domaine de compétences, mais vraiment plutôt des chiens qui vont pas chercher à attraper un animal, mais qui vont chercher à poursuivre un élément en mouvement. C'est deux choses différentes. Les trottinettes électriques, par exemple, exactement. En 7, et du coup j'expliquerai pourquoi c'est pas la même chose, vous en faites pas. En 7, il y a la réintroduction ou l'introduction d'un chien. Donc euh, euh, comment... alors réintroduction ou introduction d'un chien, je parle au sens large, c'est-à-dire euh, un chien qui a des comportements réactifs envers d'autres chiens, euh, comment intégrer un nouveau chien dans le foyer, ou comment intégrer une nouvelle personne dans le foyer, ou voilà, intégrer un nouvel individu au contact d'un chien qui a des comportements agressifs ou réactifs, on va étiqueter ça comme ça. Et bien sûr, on retrouve nos études de cas et questions. Il y a en plus deux ateliers pratiques qui ont lieu au mois d'août. Et là, c'est des ateliers qui ont lieu du coup en ligne, mais pendant lesquels vous allez pouvoir pratiquer avec vos chiens. Vous découvrirez ça. C'était très sympa. C'est en 2025 et il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas de nouveau. Et donc ensuite, donc les examens ils sont disponibles le 31 juillet. Donc après, vous avez tout le mois d'août et le mois de septembre, puisque c'est à rendre au 30 septembre, pour faire le dossier. Il y a possibilité d'échanger, bien sûr, avec moi pendant toute cette période-là. Euh, ensuite, moi, j'ai à peu près un mois de correction et je rends du coup je fais un retour individuel sur les dossiers et sur la certification globale à tout le monde. Euh,
fin octobre, dernier délai a priori. Voilà. Euh, Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas vous, mais moi je commence à avoir mon ventre qui gargouille. J'ai trop hâte. Et ben, j'ai trop hâte aussi, en vrai. Ça commence. Ouais, il reste des places. À l'heure actuelle, j'ai encore 3 places, si je me trompe pas. Ouais, j'ai encore 3 places. Et sachant que j'ai aussi des places en participant, mais il y a encore des places en auditeur si jamais. Et, et a priori, je repropose la certification tous les ans. C'est ce qui est prévu sur le papier. Malheureusement, je ne peux pas le garantir à 100% parce que la vie est faite de plein de choses et que bah, je suis un peu toute seule aux commandes. Et même si j'aimerais bien pouvoir à terme avoir d'autres personnes qui puissent intervenir dans la certification, pour l'instant, je suis toute seule aux commandes et du coup, ben, ça dépend de moi. Donc voilà, si j'ai un accident de voiture, je ne le souhaite pas, bien sûr, et il n'y aura plus de RA. Voilà, ça n'existera plus. Après, je peux peut-être léguer ça à quelqu'un. Mais non, ouais. Donc du coup, a priori, ça aura lieu l'année prochaine. Et, et du coup, il reste 3 places pour cette année et ou en plus des auditeurs pour ceux qui se sentent pas de participer, soit parce que c'est compliqué pour les stages, que j'entends complètement, parce que venir en Picardie, c'est loin pour certains. Et puis, ça permet quand même d'avoir accès à tout le contenu et d'avoir un peu moins de pression parce qu'il n'y a pas les devoirs à rendre. Ça n'empêche pas quand même les devoirs, même les auditeurs, ils pourront y avoir accès, donc ils pourront les faire chacun de leur côté, donc c'est cool aussi. Je crois que je vais revenir en MP sur Insta pour en discuter, avec plaisir. Et vraiment, faut pas hésiter. Je pense que vous le voyez là, je suis humaine, je suis sympa, je mange personne, je croque pas des fesses. Et du coup, si jamais vous voulez en discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez poser des questions, savoir si ça s'adapte à votre situation ou pas, s'il y a des ajustements qui sont possibles aussi, c'est tout à fait envisageable. Si on achète un grand terrain, tu veux pas venir en stage en quart sud-est? Ben oui, carrément. Alors du coup, j'allais en parler juste après. En vrai, je propose aussi des stages. Alors, c'est des stages sur 3 jours. Euh, Enfin, en fait, en fonction de la distance que je parcours, c'est 2 ou 3 jours minimum. Mais c'est avec plaisir. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y a une partie théorie et une partie pratique. J'ai même la possibilité. Me fais pas acheter un terrain. J'ai même la possibilité aussi de faire une partie théorique en ligne, après de faire un stage en présentiel, c'est tout à fait envisageable. Et c'est des formats qui sont envisageables. Alors, ça ne sera pas du tout la même chose qu'ERA, parce que ERA, c'est sur quand même 4 mois de contenu quasiment, donc c'est pas la même chose. On ne peut pas faire tout ça en 2 jours, mais ça permet quand même de balayer pas mal de sujets et il y a la possibilité aussi d'ajuster en fonction des sujets. Si la protection de ressources, ça vous botte à mort, moi je peux faire 2 jours sur la protection de ressources, hein, pas de problème. Non, franchement, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Et il n'y a pas besoin d'avoir forcément un terrain parce que il faut une salle pour pouvoir faire un peu de théorie et il faut un lieu sur lequel on pourra évoluer en extérieur. Ça peut être pas ton terrain, ça peut être le terrain de quelqu'un que tu as loué, par exemple, ou que tu as demandé gentiment l'autorisation pour, euh, pour pouvoir investir sur 2 jours. C'est tout à fait envisageable. Bah écoute. Allume un cierge, ce serait avec plaisir. Mais ouais, c'est tout à fait envisageable les stages. Et
je suis hyper ouverte sur le contenu. Il y a moyen de vraiment moduler en fonction du temps sur place, de la quantité de théorie que vous voulez, du niveau des participants avisés, etc. Je viens faire un stage dans mon salon. Bah écoute, si tu payes, je viens dans ton salon. Non, en vrai, il n'y a aucun souci pour les stages. Je suis dans l'Est. Mais il n'y a pas de souci. Que ce soit dans l'Est, moi je me déplace partout, peut-être pas au Québec quand même, mais partout en France sans souci. Et je suis OK pour les sujets que vous voulez, pour adapter, pour tout ça. Moi, ça me passionne, j'aime transmettre. Si les conditions pour le faire sont sécuritaires pour tout le monde et sont OK, c'est avec plaisir. Je vais franchir la veto, fais gaffe. Mais franchement, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a déjà vu pas mal de choses. Mais vous en avez peut-être encore. Si jamais vous avez d'autres questions, surtout vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta, par mail. Je lis pas les signaux de fumée. Voilà. Mais n'hésitez pas à me contacter. Et est-ce qu'on ne sait pas si on envisage de s'installer après, on peut quand même suivre les certifications. Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, je vais sélectionner des personnes qui ont déjà un peu un bagage, au moins théorique, euh, sur le chien, ce que je disais en règle générale, parce que c'est une, une certification qui va vraiment chercher à la spécialisation, à aller plus loin sur certains sujets, comme vous l'avez vu. Donc, du coup, il faut quand même avoir un petit bagage un peu général sur le chien. Mais à partir du moment où on a ça, c'est OK. J'ai plusieurs personnes qui ont fait la certification qui venaient juste de se lancer ou qui s'étaient pas encore lancées. Et c'est absolument OK. Le tout est que il faudra quand même pratiquer un petit peu avec des personnes à un moment donné si on fait la certification en participant. Mais si on fait la certification en auditeur, c'est même pas obligatoire. On peut juste venir en auditeur, avoir tout le contenu et passer à la pratique seulement quand on sera prêt à le faire par la suite, il n'y a aucun souci. Donc ouais, par exemple, Théo a fait la certification avant de se lancer et il s'est installé, il y a pas, enfin, il a lancé son activité il n'y a pas très longtemps. Donc après avoir eu la certif en fait. Ce qui est absolument OK. Et vraiment, c'est aussi pour ça que j'ouvre cette année, parce que l'année dernière, il n'y avait pas d'auditeurs potentiels possibles. Là, cette année, j'ouvre aux auditeurs vraiment pour laisser la possibilité à des gens qui, en fait, savent pas s'ils vont s'installer, savent pas s'ils vont vouloir pratiquer vraiment avec des clients, de pouvoir avoir accès quand même au contenu, en fait. C'est vraiment le but. Et puis, ou pour les personnes qui peuvent avoir un handicap ou, et qui du coup ne vont pas pratiquer de la même manière ou ne vont pas vouloir pratiquer de la même manière. On peut avoir aussi des personnes qui sont très loin ou qui ont un chien qui fait de l'anxiété de séparation et qui ne peuvent pas emmener partout ou laisser seul. Donc voilà, cette possibilité d'auditeur, elle est là justement en fait pour répondre à cette possibilité-là, quoi, à ce type de personnes. Pas de souci pour participer avec des gens pendant la formation, c'est juste après, si on n'est pas sûr d'avoir les épaules pour faire complètement, complètement. Après, le but quand même pendant la certification, c'est que j'essaie de faire que vous ayez un peu plus les épaules et que vous vous sentiez plus capable à la fin, mais c'est absolument OK. On a tous notre parcours et on a tous notre rythme pour y arriver. Et il y en a qui, comme moi, se lancent beaucoup trop tôt, pas du tout assez formés, et qui se mangent des murs et des obstacles monumentaux et qui se disent « Ouh là là, mais en fait, ça va pas le faire » et qui se forment après. C'est-à-dire que moi, je me suis lancée, j'avais pas fait beaucoup de formation et en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire et je me suis formée énormément du coup les premières années et je continue encore aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui vont vouloir beaucoup, beaucoup se former, qui vont avoir besoin de beaucoup de temps avant de réussir à se lancer et c'est OK aussi. Et je suis là pour répondre à
tout ce genre de possibilités dans la mesure du possible. Voilà. Eh bien, si c'est tout pour les questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant si longtemps. J'espère que vous en avez pas marre de ma tête. Et puis voilà, surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, Si jamais vous voulez déposer un dossier, il y a deux moyens de trouver le lien. Il y a sur Insta, sur ma bio, vous allez pouvoir avoir directement, c'est un lien vers un Google Form, donc c'est un espèce de petit formulaire à remplir avec quelques infos à donner. Et il y a aussi sur mon site internet, vous avez un petit peu certaines infos que je vous ai données aujourd'hui, et puis il y a la possibilité de trouver le lien pour le formulaire aussi. Et si jamais vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un message et je vous l'envoie avec plaisir. Si jamais ERA est pas possible pour vous, j'offre aussi des accompagnements pour les humains, du coaching pour les peut-être futurs pros, mais aussi des suivis pour les humains qui souhaitent accompagner leurs chiens. Et, et si ça vous intéresse pas non plus, n'hésitez pas à partager parce que partager la certification va me permettre potentiellement de peut-être avoir quelques élèves supplémentaires. Donc, ce serait trop cool de nous soutenir comme ça. Est-ce que c'est possible de se faire financer par un organisme? Alors non, pas encore. C'est pas encore possible. J'espère que ça le sera un jour, mais c'est pas encore le cas. Ça le sera sûrement à un moment donné parce que les stages en présentiel doivent pouvoir le permettre. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis toute seule aux commandes et du coup, ça nécessite de devenir un organisme de formation et je ne le suis pas encore. Aventure et activité existe-t-elle toujours? Oui, alors la classe en ligne Aventure et activité, elle existe toujours, elle est disponible, il y a un lien sur mon site internet, n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous ne trouvez pas le lien, vous m'envoyez un message, je vous l'envoie avec plaisir. Et Aventure et Activité, je trouve une bonne entrée en matière. Ça résume quand même une partie du contenu d'ERA. C'est plus orienté plutôt vers des particuliers qui souhaitent aider leurs chiens, mais ça s'applique tout à fait à des professionnels qui veulent soit avoir toutes les infos au même endroit et pouvoir peut-être faire un peu le tri dans tout ça, ou soit élargir un petit peu leurs outils, leur compréhension des choses et leur, leurs accompagnements, en fait, à enrichir leur pratique. Et c'est OK aussi. Et voilà. Et donc, ouais, aventure et activité, ça aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cours en ligne. Donc, il y a des cours écrits avec des vidéos. Il y a pas mal de vidéos quand même. Et il y a quand même une partie du contenu de Rapatou, hein, bien sûr, vous imaginez bien. Mais il y a quand même quelques heures de contenu dessus. Et c'est, je trouve, assez sympa pour ceux qui envisagent pas une grosse formation comme ERA qui va demander beaucoup de temps et tout ça. Ça fait quand même une bonne entrée en matière, on va dire ça comme ça. Eh bien, je vais vous laisser pour ce soir. Encore une fois, surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Si je peux vous aider à quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. Et, et je vais aller manger, ouais, parce que mon ventre il gargouille. Je sais pas vous, mais moi, ça y est. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.